Vous reconnaissez notre ami Thierry Messant, qui est revenu nous parler. Et on va reparler de Gaza. Moi, je voulais qu'il nous parle du 11 septembre, mais l'actualité à Gaza est très fournie. Et on est, de mon point de vue, alors chaque fois, tous les 15 jours, parce qu'on va tous les 15 jours, on se dit c'est un moment clé, mais en réalité, on n'arrête pas d'enchaîner les moments clés. Mais là, je pense quand même qu'il y a des choses, des tectoniques, des plaques qui se passent. Alors, avant de parler du discours de Netanyahou sur la création d'un État palestinien qui me paraît extrêmement important, je sais, Thierry, que tu es très attaché à la cause du Sud-Yémen, on en dira quelques mots, mais si tu me le permets, j'aimerais quand même qu'on évoque la situation humanitaire à Gaza, qui restera dans les mémoires humaines comme une tâche immense, tâche sans accent circonflexe, comme une souillure dans la conscience occidentale. Qu'est-ce que, par lâcheté ou par peur d'être traité d'antisémite, ou par peur des pressions qu'on reçoit sur... moi je lis des commentaires de gens qui me disent on s'en fout des morts de Palestiniens, ça ne compte pas, etc. Et si vous dites le contraire, vous êtes antisémite, parce qu'aujourd'hui il y a ça. Si on dit qu'un Palestinien est un humain digne d'être pris en considération, on est considéré comme antisémite. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation humanitaire à Gaza ? Actuellement, on a dépassé les 25 000 meurtres de civils. À cela, il faut ajouter la destruction de au moins 3/4 des habitations et la destruction de tout ce qui est culturel dans ce pays. On a détruit par exemple toutes les universités, on les a fait sauter les universités. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on raconte de lutter contre le Hamas. On a détruit les immeubles des universités. C'est-à-dire que des troupes au sol, oui. Ça n'a rien à voir avec un bombardement malheureux. Non, on a amené des explosifs, on a fait sauter tous les bâtiments universitaires pour être certain qu'il n'y aurait plus d'éducation dans ce territoire. Bon. De même, on a détruit à peu près tous les édifices cultuels. Alors, il y avait 1 millier de mosquées, quelques églises, tout ça. Bon. Et on soumet la population gazaoui au-delà de l'horreur de ces destructions. On la soumet à un jeu de chat et la souris absolument incroyable. Vous devez vous déplacer, partez d'ici, ou allez où ? Partez d'ici. Voilà, puis quand ils sont ailleurs, partez d'ici aussi, etc. Enfin, ça n'en finit pas. Ils n'arrivent plus à se nourrir. Vous savez que la ration d'eau de survie, c'est de 3 litres par jour. Si vous n'avez pas 3 litres par jour, vous commencez à avoir des problèmes physiques. Hein. Eux, ils ont 1,7 litre. Voilà. Donc, on rappelle qu'il y a 3 canalisations qui alimentent Gaza en eau potable. Ces canalisations viennent d'Israël et il y en a une seule aujourd'hui qui est ouverte. Non. Alors, ce que les Palestiniens vivent, c'est la destruction de leur culture, la mort de gens dans leur propre famille, de gens qu'ils connaissent. Hein. Alors on va dire que par rapport à 2 250 000 personnes, bon, s'il y a 25 000 qui meurent, ça n'est qu'une petite fraction. Mais... c'est 1%. Ben oui, mais quand vous avez 1% des gens qui meurent autour de vous, ça se remarque. Hein. Et vous avez à peu près le même pourcentage de gens qui ont été arrêtés et torturés dans des camps israéliens, puis relâchés. Donc qui vous explique
comment ils ont été traités. Donc, en fait, on fait tout pour rendre ces gens fous et les amener à décider de quitter ce territoire. Mais il faut bien se rendre compte que ce n'est pas l'État d'Israël qui fait ça. Dans l'État d'Israël, alors, une proportion qu'on ne peut pas évaluer, mais dont on sait qu'elle est très importante, de gens est absolument opposé à ça. Et le gouvernement israélien doit faire face à des manifestations partout. On vient troubler même les séances à la Knesset, etc. C'est un état de division de la société israélienne considérable. Et les bombardements que subissent les Israéliens ne sont pas faits par des soldats israéliens, mais par des machines. Je l'ai expliqué la fois précédente. Voilà, donc ça c'est la situation. Et la présentation qui nous en est faite à l'extérieur, c'est un conflit entre les Arabes d'un côté, les Israéliens de l'autre. Et ça, c'est absolument faux. Ça n'est pas un conflit entre les Arabes et les Israéliens. C'est un conflit idéologique. Il n'y a rien de raciste dans tout ça. Le groupe de Netanyahou sont les gens qu'on appelle, ce sont comme ça qu'ils se définissent, les sionistes révisionnistes, parce qu'ils ont été mis à la porte de l'organisation sioniste mondiale dans les années 20. Et ce groupe, pendant la guerre froide, a commis le même genre d'atrocités dans plein de pays différents, pas en Israël, dans plein de pays différents. En Iran, au Guatemala, en Afrique du Sud. Comment ça se fait? Ben, c'était la guerre froide. Alors, tout ce qui était fait contre des gens qui étaient susceptibles de s'allier à l'Union soviétique, on fermait les yeux. On pouvait faire ce qu'on voulait. Donc, Yitzhak Shamir, l'homme qui a organisé l'assassinat de l'envoyé spécial des Nations Unies, le comte Folke Bernadotte en 1948, cet homme-là, à l'époque il était un des dirigeants du Mossad, il a envoyé des gens organiser la police politique en Iran, par exemple, la SAVAK, avec un système de torture absolument impressionnant. C'était le pire régime à son époque, hein, où il est allé organiser les Bantoustans, alors ça s'est fait un peu après, organiser les Bantoustans en Afrique du Sud. Le même personnage a été organisé le massacre des Mayas au Guatemala. Bon, c'était la guerre froide. Ça, on peut faire toutes les saloperies qu'on veut s'il y a cette excuse. Alors aujourd'hui, cette chose-là, ils le font au peuple palestinien. Mais ils ne l'ont pas fait brutalement. En fait, depuis 75 ans, ce groupe grignote dans ce sens. Et là, tout d'un coup, il y a une accélération évidente et considérable. Alors, du côté palestinien, le Hamas, ça n'est pas les Palestiniens. Le Hamas est une organisation complexe, j'ai déjà expliqué ça, mais au départ, c'est la branche palestinienne de la confrérie des frères musulmans. Une confrérie politique entièrement contrôlée par les services secrets britanniques. Et ça, c'est absolument incontestable. Cependant, depuis 2017, quand ils ont vu leur échec face à la Syrie, parce que le Hamas a fait la guerre contre la Syrie, hein, le Hamas a été traversé par des courants en lui-même, et une partie des gens du Hamas on a dit on arrête avec la stratégie des frères musulmans et on va s'occuper de défendre la Palestine.
une partie seulement. Mais toute la direction ancienne du Hamas reste pieds et poings rivés du côté des Britanniques. Et l'opération du 7 octobre, donc on en a parlé plusieurs fois, mais l'opération du 7 octobre est quelque chose qui était planifié 1 an à l'avance et qui est une opération conjointe des Britanniques et du clan de Netanyahou contre le peuple israélien et contre le peuple palestinien. Donc la vision qu'on a de ces choses-là est complètement décalée de la réalité. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les Israéliens font subir au peuple palestinien ce que leurs grands-parents juifs ont subi entre 40 et 45? Alors, on ne peut pas dire les Israéliens font ça, on peut dire la coalition de Benjamin Netanyahou le fait. Et la coalition de Benjamin Netanyahou, elle avait été au départ, ce sont tous des gens qui reconnaissent, et Netanyahou en particulier, la paternité de leur groupe à Vladimir Jabotinsky, qui, pendant l'entre-deux-guerres, avait fait alliance avec des massacreurs de juifs en Ukraine. C'est pour ça que ce groupe a été exclu de l'organisation sioniste mondiale. Donc les fameux bandéristes. Alors, ils ne s'appelaient pas encore les bandéristes, mais oui, c'est ça. À l'époque, il y avait un État ukrainien qui s'était créé, et le chef de cet État, Simon Petlura, avait comme conseiller particulier le fondateur du nationalisme intégral ukrainien, Dmytro Donsov, dont Stepan Bandera a été l'homme pour exécuter ce que Donsov imaginait. Donc on rappelle que la CIA, les États-Unis, à partir de 2014, ont intégré dans l'armée ukrainienne officielle la légion de bandéristes qui est nostalgique de cette époque et qui a défendu une identité, ou qui défend une vision d'identité ukrainienne directement héritée de ces pratiques. Ça a commencé bien plus tôt, puisqu'en fait, quand l'Union soviétique s'est dissoute, les bandéristes ont commencé à se faire élire à l'Assemblée nationale, la Rada en Ukraine, et la veuve du premier ministre nazi, la grande chef des bandéristes, a été élue à la Rada. Et deux fois, elle a présidé la séance d'ouverture de la Rada. Et ces gens-là ont inclus dans la constitution ukrainienne une phrase totalement raciste, visiblement raciste, puisqu'elle dit qu'un des rôles du gouvernement ukrainien, c'est de maintenir la pureté de la race ukrainienne. Ce qui est un fantasme d'ailleurs, puisque... Bon, on n'épuisera pas sur ce... Revenons à Israël. Donc, est-ce que l'armée israélienne, aujourd'hui, est en situation difficile sur le terrain? Alors, qu'est-ce que cherche à faire l'armée israélienne? Elle cherche à rendre la vie impossible aux Palestiniens jusqu'à ce qu'ils partent. Donc, cet objectif-là, grâce aux obus que les États-Unis viennent de lui livrer, elle peut réussir. Mais si elle rencontre des obstacles extérieurs à Gaza, elle ne le pourra plus. Alors, ces obstacles, nous avions parlé de ce qui se passe en mer Rouge, où le Ansar Allah a attaqué des navires israéliens, puis des navires faisant escale en Israël, et s'est trouvé à attaquer des navires des alliés d'Israël, mais ça, apparemment, ils disent qu'ils vont arrêter, qu'ils vont revenir à leur cible de départ.
Donc il y a ce premier problème, mais il y a évidemment un autre problème, c'est l'axe de la résistance. Alors qu'est-ce que c'est que l'axe de la résistance? Ça n'est pas une coalition, une alliance comme l'OTAN, où il y a un chef qui donne des ordres et tout le monde qui obéit, mais c'est une coalition de groupes absolument distincts les uns des autres, qui partagent le même objectif. Donc, le Hezbollah libanais est membre de cet axe de la résistance, mais l'Ansar Allah est également membre de cet axe de la résistance, mais il y a aussi des groupes, je sais pas, à Bahreïn, en Irak, il y en a un peu partout au Moyen-Orient en fait. Donc, l'organisation de cet axe de la résistance, c'est les gardiens de la révolution iraniens qui ont formé chacun militairement et leur ont permis d'acquérir de l'armement. Alors, au début, ils envoyaient de l'armement, puis après, ils ont commencé à faire des usines d'armement à différents endroits. Bon. Alors, jusqu'à présent, l'Iran ne réagissait pas. Et beaucoup de gens disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que si le phare de l'axe de la résistance se tient en arrière comme ça, c'est foutu. Et puis la semaine dernière, l'Iran, simultanément, a attaqué 3 objectifs. Un, en Syrie occupée par les États-Unis. Un second, en Irak, dans le Kurdistan irakien, et un troisième au Pakistan, au Baloutchistan. Bon. Alors là, dans les quelques jours qu'on suivit, il y a un moment de terreur. Parce que si les Israéliens prennent l'initiative, on va être dans la guerre mondiale très vite. Les Iraniens. Les Iraniens prennent l'initiative, on va être dans la guerre mondiale très vite. Mais les réactions n'ont pas été celles que l'on avait prévues. D'abord, l'attaque en Syrie occupée. La cible, c'était des gens de Daesh. Donc, si on est en Occident, on pense que les gens de Daesh, c'est les ennemis des Occidentaux, mais si on est en Orient, on sait que les gens de Daesh sont des instruments des États-Unis. Et d'ailleurs, ils se trouvaient dans une zone qui est contrôlée par l'armée des États-Unis. Donc on attendait une réponse des États-Unis. Il n'y en a pas vraiment eu. Deuxième chose, l'attaque au Kurdistan irakien. Là, les Iraniens ont dit « Nous avons visé le centre de renseignement du Mossad à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. » Donc, en fait, ils ont visé la maison d'un milliardaire qui vivait à cet endroit-là. Alors, immédiatement, le gouvernement du Kurdistan irakien, le gouvernement régional, et le gouvernement de la fédération irakienne, les deux ont dit c'est pas vrai, il n'y a pas de centre du Mossad à cet endroit-là. Bon, c'est pas bien difficile de dire que c'est... Alors, je ne sais pas s'il était vraiment à l'endroit que les Iraniens ont visé, mais c'est très probable qu'il était à cet endroit-là, et de toute manière, il me paraît impossible de nier qu'il y ait un centre de renseignement du Mossad à cet endroit-là, qu'on se souvienne que le grand-père de l'actuel président du gouvernement régional était un agent du Mossad, il l'a dit lui-même, expliqué, il a donné des photos et tout pendant la guerre froide, que le père de l'actuel président, lui, il était président en 2015 quand il a organisé le référendum d'indépendance des gens qu'il avait autorisés à voter et pas des autres pour le Kurdistan irakien. Et donc lui, quand il a fait ça, il a
il a pavoisé Erbil avec des drapeaux israéliens. Donc pas vraiment se tromper. Et que le milliardaire qui a été tué au passage, ce milliardaire était certes un promoteur immobilier, mais il avait fait sa fortune en vendant du pétrole du Kurdistan irakien à Israël. Bon. Donc tout ça est fortement probable. Et la réaction de l'Irak, ça a été de déposer une plainte au Conseil de sécurité et surtout de rien faire d'autre. Donc... Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement régional maintenant ? Vas-y. Troisième chose, c'était l'attaque du Pakistan. Et ça, bon, par le passé, le Pakistan était un allié de l'Iran, mais il y a eu un renversement de gouvernement au Pakistan. Imran Khan est maintenant en prison, alors que c'est l'homme le plus populaire de très très loin. Et à l'époque d'Imran Khan, les deux pays luttaient ensemble contre un mouvement prétendument séparatiste au Baloutchistan, qui est en fait un mouvement armé par les anglo-saxons. Alors, tout le monde se demandait, mais comme il y a eu ce changement de gouvernement, le gouvernement pakistanais va dire qu'il n'est pas content et la guerre va commencer à cet endroit-là. Eh bien, le gouvernement pakistanais s'est écrasé dans l'armée pakistanaise qui a dit non, les Iraniens ont raison. Et l'armée pakistanaise a attaqué le même groupe que celui que les Iraniens avaient bombardé au Pakistan. Il a attaqué le même groupe mais en Iran, donc combattant avec les Iraniens. Alors, ça aussi, stupéfaction et nouveau recul de tous les gens qui comptaient que ça dégénère. Donc, actuellement, en fait, tout le monde se regarde de part et d'autre, personne ne fait rien. Les États-Unis se sont contentés, là, ces jours-ci, ils ont bombardé un groupe pro-iranien en Irak, parce que ce groupe n'arrête pas d'attaquer leur base militaire. Bon. Moi, je ne sais pas quelle va être la suite des événements. Mais ce qui est clair, c'est que l'équilibre des forces n'est pas en faveur des Occidentaux. Cependant, s'il y avait une confrontation régionale pour commencer et mondiale très vite, s'il y avait une confrontation, seuls les peuples du Moyen-Orient, au départ, en seraient victimes. Donc, les anglo-saxons peuvent avoir envie de jouer cette confrontation. On dit que... la presse américaine a rapporté que selon les services américains, les Israéliens ont éliminé de 20 à 30% des combattants du Hamas. Est-ce que ce chiffre te paraît réaliste et le signe d'une victoire accessoirement? Alors, premièrement, je n'en sais rien. Deuxièmement, ça n'a rien d'une victoire. Avec la quantité d'armes et d'hommes qu'ils ont mis là, c'est dérisoire comme résultat. Mais je ne pense pas qu'ils puissent faire beaucoup mieux. En fait, le Hamas, c'est un système en poupée russe aujourd'hui. Vous avez des gens qui se battent pour leur pays et vous avez des gens qui se battent à leur tête pour un califat. De toute manière, c'est quelque chose d'idéologique. C'est pas en tuant quelques personnes que vous allez résoudre le problème. Il est absurde de dire qu'on veut détruire le Hamas. Ça n'est pas possible. Et parce que si c'est pas le Hamas, ça sera autre chose qui fera la même chose que le Hamas.
Du côté d'Ansarallah, des Houthis du sud Yémen, est-ce que la coalition anglo-saxonne parvient à réduire l'efficacité de la paralysie? En réalité, Ansarallah paralyse le trafic commercial. Oui. On voit qu'il y a, notamment de la presse américaine et anglo-saxonne, se fait l'écho des retards qu'il y a dans les livraisons de voitures venant de Chine ou du Japon ou d'Asie en général, parce que les bateaux sont déroutés. Donc tout ça pénalise le commerce international. Quelle est l'efficacité aujourd'hui de la riposte anglo-saxonne? Deux choses. D'abord, pour le moment, le trafic se fait en contournant l'Afrique par le sud. Bon. Ce qui est plus long. Ce qui est plus long. Mais cette solution peut être bloquée. Il faut savoir que si l'Afrique du Sud organise à nouveau des manœuvres navales comme elle l'a fait par le passé avec ses alliés russes et chinois, il ne sera plus possible de passer par là. Mais c'est pas dans l'intérêt de la Chine. La Chine, elle a le couloir du Nord par la Russie. Donc la Chine, elle peut très bien s'en sortir. Voilà, donc ça, première remarque. Deuxième remarque sur le travail d'Ansarallah et des États-Unis. Donc le Pentagone s'est félicité d'avoir ratiboisé la totalité des radars et la plupart des lance-missiles d'Ansarallah, qui a répondu que ce n'était pas vrai, que les États-Unis se sont contentés de toucher d'anciens sites qui ne sont plus actifs depuis longtemps parce que c'était des sites pendant la guerre contre l'Arabie Saoudite et précisément pendant cette guerre on les a déplacés. Alors on peut voir que Ansarallah continue ses actions et de toute manière, même si on détruisait ces silos de missiles, ils peuvent très bien continuer à perturber le trafic uniquement avec des vedettes rapides. Donc l'action de la coalition anglo-saxonne en mer Rouge est totalement inefficace. À l'occasion de notre... en réalité, tu t'es taillé un très beau succès d'audience lors de ta dernière interview, puisque tu as soutenu que le commandement français avait refusé de participer à l'opération. Ça a fait le tour du monde, notamment des réseaux. J'imagine qu'on t'en a parlé. J'ai reçu quelques mails, mais pas beaucoup. Bon. J'ai été accablé de demandes de vérification de est-ce que c'est bien vrai, quelle est la source. Est-ce que tu nous confirmes que le commandement français a refusé de participer à cette opération de lutte contre le Sud-Yémen? Alors moi je vous le confirme, mais vous pouvez vérifier que le président Macron avait donné son accord pour participer à cette opération. Il l'a dit publiquement et 2 jours après, c'est le ministère des Armées qui a annoncé que ça n'aurait pas lieu. Donc tu nous dis, c'est une forme de rébellion ou en tout cas de refus d'obéir, de refus d'obéissance aux ordres du président. Non, de refus d'obéissance à des ordres contraires à l'éthique des militaires. Il ira jusqu'au bout. Oui. C'était important de le redire puisque je pense qu'on aura encore des... Les militaires ne se prononcent pas par rapport à ce que fait le président de la République. Surtout pas. Si on peut dire 3 mots pour conclure cette interview, ce point de situation sur ce qui se passe en Palestine, le discours de Netanyahou annonçant qu'il n'y aurait pas d'État palestinien. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Où en est-on de l'application du droit international en matière de... alors on sait très bien que Benjamin Netanyahou se moque du droit international, que Israël est membre des Nations Unies mais n'a jamais respecté sa propre signature. Alors, moi ce que je retiens du discours de Benjamin Netanyahou, c'est qu'on sait ce qu'il ne veut pas, mais qu'il ne dit jamais ce qu'il veut. Jamais. Il maintient toujours un flou artistique.
Donc il n'a pas de solution. C'est la première chose que je retiens de son discours. Il n'a pas de solution. Mais en réalité, on la connaît, c'est le Grand Israël. Oui, mais on sait bien que ça se fera jamais. Ah, c'est une affaire militaire, c'est un rapport de force. Oui, enfin, là, ils se sont complètement plantés en Syrie. Et ils ne vont pas recommencer ça contre le Liban et la Jordanie. Bon, et puis ils devraient prendre aussi une partie de l'Arabie Saoudite et une partie de l'Irak, c'est pas possible. Au moins la Cisjordanie et Gaza. Ils peuvent reprendre le territoire Palestine plus Israël de 1948. D'accord, mais ça n'est pas du tout le Grand Israël qui est l'ancien empire assyrien, c'est tout à fait autre chose. Bon, alors, oui, ils peuvent s'approprier la totalité de l'ancienne Palestine. Oui. Oui, ils peuvent faire ça. Est-ce que militairement ils peuvent y arriver? Oui, mais ça n'est pas vivable pour eux, sauf à obtenir l'expulsion de toute la population palestinienne. Évidemment. Voilà. Alors cette expulsion, bon, bien sûr, beaucoup d'États la souhaitent, mais ça serait quand même un crime invraisemblable, quoi. Oui, mais c'est un crime qui reçoit un écho favorable chez certains influenceurs en France, par exemple. On a vu Pierre-Yves Rougeron du cercle Aristote dire finalement l'expulsion est la meilleure façon de régler le problème israélo-palestinien. D'autres le disent, les Palestiniens n'ont que ce qu'ils méritent. J'avoue qu'un ancien rédacteur du Courrier a dû l'écrire d'ailleurs. Certains disent, ah mais si on hébergeait les Palestiniens dans les maisons vides en Israël, voilà, on voit bien qu'il y a aujourd'hui, je crois que Idriss Aberkan avait proposé de créer une espèce de Singapour du Sinaï avec les Gazaouites. On voit bien qu'il y a aujourd'hui des influenceurs qui disent finalement le départ des Palestiniens serait une bonne solution. Donc ça rencontre un écho favorable. Un écho favorable de la part de gens qui sont des relais habituels du clan de M. Netanyahou. Bon, celle-là, elle est dite. Est-ce que les plans, notamment proposés par l'Arabie Saoudite, poussant à la création d'un État palestinien, mais on a vu aussi que Josep Borrell et l'Union européenne défendaient cette issue en disant si Israël refuse, il y aura des sanctions économiques. Est-ce que ça te paraît crédible qu'aujourd'hui que la communauté internationale impose la création de cet État palestinien aux Israéliens? Oui, en fait ça fait 75 ans qu'on aurait dû le faire, puisque c'est ce qu'on avait voté aux Nations Unies. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance d'aboutir maintenant? Je pense que si les États-Unis disent oui, ça se fera très vite. Mais est-ce que les États-Unis vont dire oui, même en pleine campagne électorale chez eux? Je ne sais pas. Ça pourrait être une tentation dans l'hypothèse d'un retour de Trump, d'une façon ou d'une autre, de changer la donne. Oui, mais bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Moi, j'aimerais revenir sur un point. Sur le fait que le Hamas a publié, il y a 2 jours, une petite brochure d'une 20aine de pages sur sa narration des événements du 7 octobre. Où il reconnaît un certain nombre d'erreurs. Alors, c'est pas comme ça, il dit peut-être des erreurs, ok. Bon, il clarifie de manière très claire la question des crimes qu'on lui impute en disant protéger les civils, particulièrement les enfants, les femmes, les vieillards, c'est un devoir coranique et nos combattants ne font pas ça. Bon, alors il est possible qu'il y ait eu des erreurs ici ou là, mais clairement il le condamne et il demande une enquête internationale par la Cour pénale internationale en disant que celle-ci devrait également observer les crimes commis par l'armée israélienne contre des Israéliens le 7 octobre. Ok. Mais moi, en lisant ce texte,
j'ai trouvé que ça ne clarifiait pas du tout les questions politiques qui se posent. Alors, tous les Occidentaux vont être contents d'avoir clarifié cette question des crimes du 7 octobre. Mais excusez-moi, hein, les crimes du 7 octobre, c'est pas ça qui dit qui a tort et qui a raison. C'est très choquant. Mais pour moi, la question de fond est ailleurs. Et donc le Hamas essaye d'expliquer qui il est. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai pas compris. Et je vous défie de comprendre. D'abord, dans ce texte, il fait remonter le problème palestinien à la fin du califat. Vous savez, il y avait un califat ottoman sur l'ensemble de l'Empire ottoman. Et l'objectif des frères musulmans, c'est de rétablir ce califat sur l'ensemble des territoires musulmans. Donc, déjà, s'il fait remonter le problème à la fin du califat, à la fin de l'Empire turc, pour aller vite. Oui. Alors bon, il y a eu l'Empire turc, vous savez, il a été défait en plusieurs fois, parce qu'il y a eu 2 traités qui se sont... Bon. Ok, mais s'il fait remonter le problème à la fin de l'Empire turc, et pas à la création du foyer juif en Palestine, c'est donc qu'il fait référence à la philosophie des frères musulmans et non pas à la philosophie de la résistance nationale palestinienne. Ensuite, il ne fait aucunement référence à la création d'un État palestinien. Alors certes, l'autorité légitime de cet État palestinien, ça devrait être l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas et pas le Hamas. Mais il y aurait des élections et le Hamas pourrait gagner ces élections. Seulement, s'il ne fait pas référence à cet État palestinien, donc je dis bien, Benjamin Netanyahou ne veut pas d'un État palestinien, mais le Hamas n'en veut pas non plus. Ne demande pas. Il ne demande pas en tout cas. Donc s'il ne demande pas cet État palestinien, c'est précisément parce qu'il ne veut pas d'État-nation, mais un califat sur l'ensemble des pays musulmans. Donc la manière dont ce texte nage à travers les problèmes sans jamais prendre de front la vraie question, êtes-vous pour ou non un État palestinien? Moi, je trouve ça très inquiétant. Et d'autant plus inquiétant que ce texte n'a pas été écrit en arabe, mais directement en anglais. Or, sachant que la confrérie des frères musulmans, c'est les services secrets britanniques qui tiennent ça dans les mains, je trouve quand même que ça en rajoute dans la suspicion sur ce à quoi joue le Hamas. Mais ce texte a été assumé par les dirigeants du Hamas. Oui. Et alors, il y a une autre chose que je trouve bizarre, c'est le titre Déluge d'Al-Aqsa pour cette opération. Pourquoi Déluge d'Al-Aqsa? Al-Aqsa, c'est la mosquée qui, à Jérusalem, est la mosquée de toutes les disputes, voilà, qui surplombe le mur de lamentation. Voilà, et qui est un lieu saint de l'islam. Pourquoi Déluge d'Al-Aqsa? En fait, ça fait référence à une expression du guide des frères musulmans. C'est pas un truc qui vient comme ça. Donc, si vous voulez, pour un parti politique qui dit qu'il n'est plus la branche palestinienne des frères musulmans, mais voilà, toutes ces références, c'est les frères musulmans, je trouve c'est étonnant. Donc ce serait une porte ouverte, pour conclure, à un non-accord sur la création d'un État palestinien. Eh bien oui.
voyez, ce document, il est paru juste après que Benjamin Netanyahou se soit exprimé comme il l'a fait. Sachant que, je vous l'ai démontré, le 7 octobre, les deux groupes étaient parfaitement coordonnés. Et bien là, se sont-ils aussi coordonnés? Bon, c'est sur cette question qu'on termine l'interview. Et on a tous compris que les semaines qui viennent devraient nous permettre d'apporter des éléments de réponse à la stratégie finale, puisque on a compris ce que Thierry n'a pas dit, c'est-à-dire, mais qu'il pense très fort, c'est que au fond, le Hamas, le grand service qu'il rend à Israël, c'est d'avoir lancé cette opération du 7 octobre sans réclamer la création d'un État palestinien. Oui. Voilà. À très bientôt, Thierry. À très bientôt.